Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, 30 minutes pour découvrir les enjeux de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Céline Dassonville, présidente et fondatrice d'Etiwork. Elle veut accélérer la transition du secteur du luxe et lance notamment un podcast sur ce thème intitulé Luxury for Good. Comment faire baisser l'empreinte carbone des produits industriels? On en débattra tout à l'heure autour d'un exemple précis, les cartes SIM. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez l'initiative solidaire de Marc Avenue en direction des étudiants. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Céline Dassonville, heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes donc la présidente d'Etiwork, studio d'impact. Quand, pourquoi surtout vous l'avez créé ? Alors bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai créé Etiwork partant d'un constat, notamment au regard de l'injustice environnementale et sociale qui existait à l'heure actuelle, et aussi d'une expérience qui est que j'ai eu la chance d'être directrice RSE dans le secteur de la joaillerie. Et le sujet de la gestion des impacts, directs et indirects, tant d'un point de vue environnemental ou social, m'a questionnée dans ma propre moralité et m'a donné envie de me positionner en tant qu'accélérateur. Donc ça veut dire que vous accompagnez des entreprises, essentiellement du secteur du luxe, c'est ça, dans leur transition ? Alors, pas que les entreprises du secteur du luxe, mais c'est vrai que j'ai une compétence spécifique sur les enjeux matières du secteur du luxe. Et je les accompagne sur plusieurs phases de leur transformation ou transition pour améliorer leur impact. D'une part, pour définir la raison d'être et surtout l'indexer sur des KPI, donc des mesures d'impact qui vont l'aider à piloter sa démarche de progrès. D'autre part, je travaille plutôt, on va dire, en coalition, en coopération avec un écosystème de solutions qui va venir aider à mesurer, optimiser, améliorer de par des solutions matières ou des solutions de traçabilité. Et puis troisièmement, j'ai un volet autour de l'engagement avec un prisme fort sur les enjeux de formation, parce qu'aujourd'hui, on est très peu sachant sur les enjeux d'impact environnemental et social. On se rend compte qu'on en souffre, mais c'est très difficile de définir dans quelle mesure une matière est mieux qu'une autre. On peut faire des erreurs sans le savoir, en fait. Voilà, il y a beaucoup de généralités. En fait, c'est assez subtil. C'est pas le domaine de la perfection qu'on a pu connaître ailleurs. Et donc, c'est un domaine, en fait, d'arbitrage et de choix moraux. Et donc, j'accompagne dans la formation et dans l'engagement par la communication. Alors, je voudrais justement qu'on soit très concret, qu'on parle de matière. Sur quelle matière, pour vous, il y a le plus d'enjeux, le plus d'amélioration à engager aujourd'hui ? Alors, historiquement, si on parle du secteur du luxe, il y a quand même toujours eu une tradition d'éco-conception, c'est-à-dire le précieux, la matière précieuse, a été économisée dans son utilisation. Et donc, on va dire, au niveau des opérations directes, il n'y a pas d'enjeu très, très prégnant. En revanche, si on s'intéresse à l'origine des matières et aux matières en tant que telles, je pense notamment à l'or, au diamant, aux pierres précieuses, on est dans des questionnements très très forts puisqu'on interroge la mine, une ressource finie, et donc forcément... Les conditions d'extraction. Voilà, des suspicions qui peuvent exister d'esclavage moderne, et donc on est très fortement exposé à des sujets de comment est-ce qu'on paye le juste prix pour ces matières, comment est-ce qu'on peut remédier peut-être aux mines qui existent, ou comment est-ce qu'on peut s'émanciper de certaines matières. Alors on l'a vu ici. Des nouvelles matières. Oui, on a reçu ici la maison Courbet avec ses diamants de culture, son or recyclé. Il y a des solutions. Il y a des options. Oui, alors je connais très bien Manuel et Marianne avec qui je travaille. Donc effectivement, ce qui est très intéressant à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une forme de révolution dans les choix matières. Donc il existe, par exemple, si on prend l'or, la possibilité de continuer à faire de l'or minier, la possibilité de faire de l'or minier dit à impact, c'est-à-dire en aidant les communautés locales, ou la possibilité de faire de l'or recyclé. Donc déjà, 3 options différentes. Et si on prend l'exemple de Courbet, la possibilité d'aller jusqu'à de l'or minier dit, de l'or
non miniers, recyclés, urbains, donc issus des déchets e-waste. C'est ça, c'est d'ailleurs les déchets dans nos portables, dans nos tablettes, etc. Il y a toujours un tout petit peu d'or, il est récupéré, quoi. Voilà, et donc dans la lutte contre l'obsolescence programmée, c'est très important que cette matière qui est quand même finie et qui a été déjà principalement extraite des sols, puisqu'il y a plus de 80% des stocks d'or qui ont déjà été extraits, et ben on la recycle, on l'utilise. Et de la même façon, on peut aussi se poser la question sur les diamants, puisqu'il existe aujourd'hui la possibilité de faire des diamants de laboratoire qui grandissent donc grâce au génie humain et dans des conditions maîtrisées qui s'émancipent de la mine. Et donc il y a deux voies. Soit la voie de continuer, on va dire, la matière naturelle, mais le faire de manière responsable, c'est-à-dire en remédiant par rapport à ces impacts environnementaux qu'on induit, soit la possibilité d'embrasser ces nouvelles matières qui sont identiques en termes de constitution physique et de qualité que les anciennes. Est-ce que, alors je reste sur la généralité du secteur du luxe, évidemment, on va trouver à chaque fois des situations particulières, entreprise par entreprise, mais est-ce que vous diriez, parce que vous parliez du point de départ du luxe, effectivement, c'est la rareté d'une matière et donc on la chérit et donc on fait attention. Mais on a le sentiment qu'un luxe jetable est apparu. Vous diriez que ça existe encore, qu'il faut revenir aux fondamentaux du luxe durable ? Alors, il y a deux tensions à l'heure actuelle dans le secteur du luxe. C'est-à-dire, historiquement, le luxe s'est effectivement créé sur des traditions, sur de la conception plutôt sur mesure à la demande, et puis a connu récemment une industrialisation très très forte qui l'a amené à changer un petit peu, on va dire, l'âme qui lui avait donné naissance. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les grandes maisons de luxe ou que ce soit sur les nouveaux acteurs qui émergent, il y a une volonté de revenir à une production, une création mesurée. Après, quand on est un petit acteur ou un grand acteur, on n'a pas forcément les mêmes impacts. Et il y a des enjeux très spécifiques sur les filières. C'est-à-dire que quand on est leader du secteur, peut-être il n'y a pas encore des quantités suffisantes d'or tracé, de pierres tracées, qui sont disponibles à l'heure actuelle sur le marché. Est-ce que sur les vêtements aussi, par exemple la soie, est-ce que là aussi c'est une matière première en tension sur laquelle il y a des progrès à faire ? Alors c'est toutes les matières, que ce soit les peaux, c'est-à-dire les cuirs naturels ou les nouvelles peaux végétales, que ce soit la soie, que ce soit le cachemire, travaillent dans deux directions. Une direction qui vise à protéger la naturalité, à remédier aux impacts négatifs que ça induit, et des directions d'innovation. Donc, il y a quelques startups à l'heure actuelle sur la soie qui proposent des processus révolutionnaires et donc qui permettent de créer de la soie sans qu'il y ait de souffrance au niveau des verres à soie. Et ça, les géants du luxe sont sur ce chemin. Alors, parce que forcément, quand on a un paquebot, c'est plus difficile de le faire changer de cap. Alors, je pense que les géants du luxe ont peut-être été discrets sur la manière de s'emparer de ce sujet, mais ils sont très proches, notamment depuis ce que révèlent les études consommateurs, c'est qu'aujourd'hui, chez le consommateur, il y a un désir de connaître ses matières premières, de l'origine à la vitrine, et il y a un désir que ça soit à la fois fait dans une conscience de l'impact environnemental et social. Et donc aujourd'hui... C'est leur avenir commercial qui se joue, clairement. Clairement, et puis Kering a quand même innové et montré la voie en étant beaucoup plus transparent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine des maisons de luxe, il y a une culture discrétionnaire de la fabrication et des chaînes de sous-traitance. Et donc, aujourd'hui, on arrive à... Le consommateur demande de la transparence et il y a un travail énorme qui est fait tant par les petits que par les géants pour s'intéresser à cette innovation, leur donner les moyens de progresser, que ce soit dans n'importe quelle grande maison, mais aussi parce que des petites marques, comme par exemple... Mettre la pression, évidemment. Alors, il nous reste un peu moins de 2 minutes, pardon de vous interrompre. Vous venez de lancer ce podcast Luxury for Good avec quelle idée, quelle ambition ? Et bien justement, l'ambition d'accélérer cette transformation et de l'accompagner. Il y a beaucoup de stigmatisation sur ces sujets. Par exemple, on va considérer que soudain, je sais pas, un cuir végétal va être mieux qu'un cuir animal, mais en fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet est de comprendre comment c'est fabriqué et de quelle manière ça impacte la planète d'un point de vue social, économique et culturel. Et donc, le but de ce podcast, c'est de mettre en lumière ces solutions avec une vision plurielle.
et non stigmatisante ou normative de la manière de travailler ces impacts. Donc, ce sont des acteurs comme ça du luxe qui vont venir témoigner? Alors, ce sont des acteurs du luxe ou des solutions. Ça peut être aussi des ONG, parce qu'il y a aussi beaucoup à faire du côté de la lutte contre l'esclavage moderne et sur la protection des conditions de travail. Et donc, le but, c'est que la part de voix soit plurielle, qu'il y ait des gens qui proposent, par exemple, une joaillerie circulaire, qu'il y ait des gens qui proposent une joaillerie qui est plutôt orientée sur le diamant de laboratoire, et que la somme des points de vue permette au consommateur d'exercer son propre jugement. On invite aussi, par exemple, des solutions novatrices, plus technologiques, comme la blockchain qui vient aider à créer les doubles numériques qui permettent la transparence et la gestion de la seconde vie du produit de luxe, qui est en pleine explosion à l'heure actuelle. Et donc, on va dire, c'est partager pour permettre aux consommateurs de mieux comprendre et puis inspirer à la fois les employés et les acteurs du secteur du luxe pour embrasser cette démarche d'impact. Merci beaucoup, merci Céline Dassonville, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur l'éco-conception dans l'industrie. On va parler des cartes SIM. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'éco-conception des produits industriels, comment peut-elle faire baisser leur empreinte carbone? Quel rôle joue l'innovation? Comment rendre cette économie circulaire compétitive? On en parle tout de suite avec Anne Le Guenec. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice recyclage et valorisation des déchets France chez Veolia. Philippe Vallée, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vice-président exécutif identité et sécurité numérique chez Thales. L'éco-conception, je vais peut-être rappeler la définition en quelques mots. La volonté de concevoir des produits qui utilisent des ressources renouvelable et favorise le réemploi, la réparation et le recyclage. On est au cœur de l'économie circulaire, évidemment. Et alors, pendant notre débat, on va s'appuyer sur un exemple très concret, celui des cartes SIM. Déjà, à quel point c'est un gros marché pour Thales? Alors, en fait, il se vend chaque année la bagatelle de 4,5 milliards de cartes SIM dans le monde. Donc, Thales en livre un gros quart, et on parle en fait de 20 000 tonnes du marché, pour le marché global, donc 5 000 pour Thales. Donc, 20 000 tonnes de plastique utilisées pour faire les cartes SIM, c'est ça, SIM dans le monde, chaque année. Donc ça, c'est le marché global. Voilà. Et donc pour Thales, ça représente environ 5 000 tonnes. D'où l'intérêt en fait de ce partenariat avec Veolia pour justement trouver des plastiques recyclés plutôt que d'aller chercher des plastiques neufs. Donc c'est ça. Aujourd'hui, vous proposez de nouvelles cartes SIM avec quelles caractéristiques? Alors la carte SIM n'est pas nouvelle, c'est le même principe. Je vous en ai apporté en fait un échantillon. Oui, c'est ce qu'on connaît tous. On a tous ça dans nos téléphones. Voilà, exactement. Donc c'est le même produit, sauf qu'au lieu d'avoir le plastique neuf qu'on utilisait jusqu'à présent, on utilise un plastique revalorisé, recyclé, à base en l'occurrence de frigo. Mais, de frigo. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Il n'y a pas que du plastique dans le frigo pourtant. Ah, il y a du plastique, si. Il y en a beaucoup. Dans les frigos, oui. Alors évidemment, c'est un partenariat, c'est un travail en commun qui a été mené, Anne Le Guenec. On touche... Je reviens au côté populaire, c'est-à-dire on touche tous les citoyens déjà avec cet exemple-là. C'est intéressant ça. On touche tous les citoyens et pour moi c'est extrêmement important. 91% des Français ont pris conscience finalement assez récemment de l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique. Et ça change tout, parce qu'on n'est plus dans le geste individuel, la responsabilité, voire la culpabilité de savoir si on a bien trié ses déchets. On est dans une attente très forte du consommateur de trouver sur le marché, à prix abordable, des produits de consommation plus vertueux. C'est le cas pour les cartes SIM. La proposition qui est faite aujourd'hui répond à cette attente-là en mettant sur le marché, j'espère demain massivement, des cartes SIM 100% en plastique recyclé. Alors, l'économie circulaire, on est au cœur d'un des métiers de Veolia. Ça représente quoi pour vous? Alors, on est absolument au cœur de notre métier. On est aujourd'hui présent sur l'ensemble de la France, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La collecte des déchets, leur tri et leur transformation en matières premières aptes
à la réutilisation dans les chaînes d'incorporation des industriels. Et oui, alors puisqu'on parle de plastique, là, ça représente quelle quantité de plastique recyclé pour Veolia sur une année? Aujourd'hui, sur une année, on produit 60 000 tonnes de plastique recyclé. 60 000 tonnes de plastique recyclé. Donc là, on a posé le décor. Maintenant, j'aimerais comprendre comment vous avez travaillé ensemble pour arriver à ce résultat. Une carte SIM à base de 100% de plastique recyclé, Philippe Vallée, ça demande combien d'années de recherche et développement? J'aimerais bien que vous nous racontiez ce processus. Alors, en fait, le processus a été assez rapide. Ouais. On parle de 3 à 6 mois. C'est pas si long que ça. C'est assez rapide. Ouais. D'abord parce que Veolia a apporté sa compétence en matière de polymère, en matière d'assemblage de molécules plastiques. Et l'idée pour Thales a été finalement de respecter le cahier des charges initial, le cahier des charges historique de la carte SIM, qui est qu'en fait, cette carte, on va l'imprimer. Donc il faut que le plastique soit compatible avec les encres techniques qu'on utilise pour mettre le logo de l'opérateur de téléphonie mobile, Free, Orange, Bouygues Télécom. C'est un outil marketing, donc il faut quand même respecter un certain nombre les couleurs, l'impression. Et ensuite, comme vous savez, cette carte SIM est de plus en plus miniaturisée. On en met dans des montres connectées, on en met dans des smartphones de plus en plus compacts. Et donc il y a les différentes formes, les nano SIM, les micro SIM, etc. Et en fait, ce petit bout de plastique qu'on livre comme ça, si vous voulez, il y a quand même cette prédécoupe. Et donc le plastique aussi, la qualité du plastique joue, et il s'agit d'adapter l'outil de découpe à la qualité du plastique et réciproquement. Donc c'est ces études qui nous ont permis finalement de valoriser ça et de valider ça avec un client, puisque Orange en Belgique est notre premier client sur ce produit. Donc ça y est, vous avez déjà un client sur ce produit, et j'imagine que d'autres vont suivre. Évidemment, puisque vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, c'est un produit grand public, tout le monde sait ce qu'est une carte SIM, et les clients des opérateurs de téléphonie mobile sont friands en fait de ce genre de choses. Ils savent qu'ils achètent un produit éco-conçu, et donc c'est une forme de distinction, de différenciation marketing aussi pour l'opérateur. Et alors, est-ce que pour vous, fournir ce plastique recyclé, ça supposait un cahier des charges, j'imagine précis, mais peut-être un peu différent que pour d'autres produits? Oui, absolument. Et toutes les aventures sont différentes. Ouais. Comme le disait Philippe Vallée, nous, on est sur l'ensemble de la chaîne de recyclage. Et dans ce cas très précis, l'histoire commence avec un frigo. Un frigo que nous massifions. Vous avez changé votre équipement à la maison, vous avez rapporté ou on a collecté pour vous votre frigo. Il est massifié sur un site, il est démantelé, il est transformé. On récupère le plastique, alors là essentiellement la partie intérieure. Oui, c'est ça, c'est la partie intérieure. Et on la transforme. C'est donc toute une chaîne qui a été mise en place à l'amont pour pouvoir fournir et effectivement répondre à ce cahier des charges extrêmement précis. Il est précis, comme l'a décrit Philippe Vallée sur les cartes SIM, il est précis différemment lorsqu'il s'agit de produire un emballage, lorsqu'il s'agit de produire un pare-choc automobile ou un conteneur pour mettre vos poubelles. Évidemment. Je voudrais qu'on parle de compétitivité. À quel point c'est un atout pour un industriel, Anne Le Guenec, d'afficher justement, de produire avec l'éco-conception? Alors, produire avec l'éco-conception, pour nous, c'est un enjeu majeur. Moi, je dis souvent, quelque part, collecter les déchets, les trier, les transformer, s'il n'y a pas, au bout de la chaîne, un client réincorporateur qui s'engage durablement, puisque tout ça, c'est aussi beaucoup d'investissement. Il faut savoir que la filière des opérateurs du déchet investit 1,2 milliard d'euros par an sur l'ensemble de cette chaîne pour arriver à davantage de recyclage et davantage de valorisation en énergie. C'est donc des engagements extrêmement forts. Vous posiez la question de la croissance attendue et de la duplication de l'expérience. Pour nous, c'est absolument clé, puisqu'il faut que toutes ces matières qu'on appelle de nos voeux à être recyclées demain trouvent repreneurs, et donc des entreprises qui s'engagent aussi de leur côté en co-construction, comme on l'a fait nous, Veolia, avec Thales, à produire à modifier un petit peu leur chaîne de production. Alors, on a un peu déjà répondu, mais on peut creuser ça. C'est évidemment un levier de différenciation pour une entreprise. Oui, Philippe Vallée. Vous savez aujourd'hui que la politique RSE des entreprises est extrêmement suivie par les différentes parties prenantes, les investisseurs, les clients, les fournisseurs, les salariés, en fait, qui souhaitent de plus en plus travailler dans des entreprises responsables. Et Thales, comme beaucoup d'autres entreprises, mais Thales développe beaucoup cette notion de suivi de notre empreinte carbone dans tout ce que l'on fait, à la fois l'empreinte directe et l'empreinte indirecte, et travailler sur des plastiques recyclés
pour un de nos produits majeurs, qui est la carte SIM. C'est évidemment quelque chose qui est très important dans notre politique globale, finalement, de décarbonation de notre empreinte. Alors justement, on parlait d'investissement. Ça représente quoi en termes d'investissement, de basculer comme ça vers du plastique 100% recyclé? Ça représente en fait un certain investissement en termes de R&D, mais si vous voulez, c'est pas très élevé, c'est pas très lourd, puisqu'en fait, là, on a très vite travaillé avec... Oui, c'est ça. Si ça a pris 3 à 6 mois, finalement, l'investissement n'est pas assez léger. lourd. Alors après, ce qui va se passer, c'est qu'on a travaillé effectivement sur les différents outils de la chaîne de production de la carte SIM. Donc il a fallu en fait adapter l'outillage. Donc ce sont des investissements en termes de machines. Et puis après, comme l'a dit Anne, on va travailler sur la partie réplication. Et donc on fait ces cartes SIM en France et dans d'autres parties du monde. Et il nous faut en fait modifier l'outil industriel. Voilà. Et donc, il faut pouvoir investir dans cet outil de façon globale et on sera en fait en mesure de massifier ces productions à partir de la fin de 2021. Alors, il y a un autre aspect qui est la demande en forte augmentation. Anne Le Guenec, comment Veolia y répond? Parce que voilà, là, on a un cas précis, il y en a beaucoup d'autres. Oui, c'est l'éternelle question de l'œuf ou la poule, comme on dit. Est-ce que vous commencez par produire en espérant que votre marché va se développer ou est-ce que vous commencez par booster le marché avec des expériences de co-construction comme celle qu'on a faite avec Thales? Pour moi, il est absolument clé qu'on développe d'abord la réincorporation parce qu'il y a des enjeux, on en a parlé, de qualité, de transformation de chaîne de production. Il faut que les industriels soient prêts. Et je pense qu'aujourd'hui, ils le sont, mais c'est relativement nouveau. La chaîne à l'amont, elle se met en place assez naturellement avec des opérateurs comme Veolia qui sont déjà mobilisés depuis plus de 20 ans sur la chaîne du recyclage, qui font évoluer tous les jours la performance des centres de tri. On travaille aujourd'hui avec des robots, avec de l'intelligence artificielle, avec de la reconnaissance d'images. Donc on est de plus en plus capable de produire très exactement ce que les industriels vont attendre de nous en termes de matière apte à la production. Mais est-ce qu'il y a un travail d'évangélisation, si j'ose dire, de démocratisation de cette idée de cette éco-conception auprès des industriels? Il y a surtout un travail de démonstration que ça n'est pas si compliqué. Je pense qu'il y a aussi un mythe qui est de croire que les investissements vont être extrêmement lourds, que c'est un changement majeur, qu'il y a un risque aussi, puisque c'est vrai que le déchet, lui, par nature, est instable. Ce qui se prouve aujourd'hui, c'est que nous, on est capable, à partir de toutes les qualités de déchets, de produire une matière extrêmement précise qui répond aux normes et aux standards de l'industrie. Et je pense qu'au-delà de l'évangélisation, c'est surtout la démonstration qu'il faut faire qu'on est capable de produire des matériaux aptes à l'incorporation. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, Marc Avenue, au soutien des étudiants. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, et j'ai le plaisir de recevoir Léa Becchi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable communication marketing de Marc Avenue. On va rappeler peut-être, c'est combien de centres commerciaux, de magasins d'usine? 7 centres commerciaux outlet dans toute la France. Une success story un peu à la française et un acteur très engagé et solidaire qui tenait à prendre ses responsabilités. Alors justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette émission. Vous avez lancé le 15 mars une opération solidaire, les affiches soldées. De quoi s'agit-il? Exactement, les affiches soldées.fr. L'idée, elle est partie d'un constat assez simple, un triple constat. Le premier qui était à l'interne, chez nous, la production d'affiches que l'on ne pouvait pas réutiliser. Et après, 2 constats de l'actualité, la disparition un peu de la culture et par ailleurs la détresse et les difficultés étudiantes actuelles. Donc à la fin des soldes d'hiver, on a souhaité récupérer toutes les affiches de soldes que l'on avait produites, donc support publicitaire, que l'on a confié à Tank, street artiste de la scène contemporaine, très inspiré par Pollock, Clean, donc des couleurs de partout, et qui nous a fait 63 sérigraphies
et une œuvre originale, voilà, que voici. Alors effectivement, on en voit s'afficher quelques-unes. Donc c'est l'œuvre originale. Exactement. Qui va décliner dans différentes couleurs, c'est ça? Exactement, qu'il a utilisé comme une toile en fait. On était parti sur une affiche minimaliste, très impactante, solde, pour servir le propos des soldes d'hiver. Ouais. Et finalement, coloré, voilà, 9 coloris au total, 63 sérigraphies mises en vente, signées et numérotées toutes, et une œuvre originale donc, qui est mise elle aussi en vente. Oui, donc ce qu'on voit à gauche de l'écran, c'était l'affiche initiale, hein, on est bien d'accord. C'est ça, qui avait servi au solde chez Marc Avenue. Exactement, en affiche dans nos allées. Alors comment on peut participer à cette opération affiche soldée? En vous connectant sur lesaffichesoldées.fr, vous avez la possibilité d'acheter des affiches sérigraphiées. Et, pour quel prix? À 350 € l'unité. Donc c'est un don de 350 € et vous repartez avec une affiche sérigraphiée, numérotée et signée de l'artiste. Et par ailleurs, vous avez donc la possibilité de faire un don spontané de 5 € minimum et d'être tiré au sort pour gagner l'œuvre originale d'une valeur de 3 000 €. D'accord, donc il y a cette œuvre d'une valeur de 3 000 € qui sera... parce qu'on est sur quel format? On est sur un format de 70 par 100. Donc une grande affiche quand même qui est imposante. Et le plus important derrière, donc c'est quand même que l'intégralité des recettes reviendra aux étudiants. Et alors justement, vous avez choisi la FAGE, la Fédération des associations générales des étudiants. Vous tablez sur quel montant, quelle aide pour la FAGE pour alors on espère être sur 22 000 €, plus ou moins. Tout dépendra aussi des dons spontanés que l'on pourra récupérer, mais on s'est assuré d'avoir... dans l'idée, 22 000 € d'assurés avec la vente des affiches sérigraphiées. Vous savez déjà à quoi servira cet argent auprès de la FAGE, dans le dialogue que vous avez eu avec eux? On sait bien évidemment qu'ils vont contribuer à l'aide au logement, l'accès à l'éducation aussi, donc en réinsufflant de l'argent pour les boursiers. Donc c'est du quotidien en fait et du soutien permanent pour les étudiants. De là à connaître exactement les actions, pas encore. Et c'est pour ça qu'on s'est laissé un peu de temps aussi jusqu'au 23 juin. 23 juin, donc ce sera la fin de l'opération affiche soldée, donc vous pouvez y participer. Un mot, il nous reste un tout petit peu de temps du contexte, parce que c'est vrai que pour Marc Avenue, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magasins sont fermés en ce moment? Exactement, les magasins sont en ce moment fermés et l'idée, c'était de continuer à faire des choses positives, créatives, de redonner un petit peu du souffle à tout ce que l'on vit et puis surtout de soutenir les étudiants et les plus jeunes actuellement en difficulté. Voilà. Tout en aidant aussi un artiste et en faisant effectivement un appel d'air pour l'art contemporain. Merci beaucoup. Merci Léa Becchi. On vous souhaite une belle vente au profit des étudiants. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur bismart.fr ou alors sur les box 9h midi, 20h30. Salut à toutes et à tous.